Allez, je vous propose que nous puissions démarrer et ouvrir ce webinaire. Bonjour à toutes et à tous d'abord pour commencer et vous remercier de votre présence. Alors, nous sommes le 31 janvier et il est encore temps, au nom du président Garbi et d'équipe FHP, de vous adresser nos meilleurs vœux pour l'année 2023 et l'année 2023 est faite de grands défis. Inflation, réforme du financement, réforme des autorisations, les PRS qui sont pour nous cette année, la cybersécurité, enjeux énergétiques et développement durable, et bien évidemment, celui qui va nous préoccuper tout particulièrement aujourd'hui, les enjeux RH pour répondre à l'attractivité de nos métiers. Alors, vous savez, ce webinaire s'inscrit dans un cycle 2023 pour la FHP, fort des audiences que nous avons obtenues en 2022. Et donc, on va déployer différents cycles tout au long de l'année, dès lors que ça nous paraît être un format intéressant pour traiter de sujets concrets. Alors, je ne vous cacherai pas que ces webinaires viennent s'inscrire nécessairement dans la déclinaison de notre projet stratégique et celui du jour ne dérogera pas à la règle puisqu'il viendra répondre à un des grands axes qui est le nôtre, l'axe RH, et tout particulièrement sur les enjeux de formation, attractivité et de bien-être au travail. Alors, je ne vous cacherai pas que je suis très heureux de pouvoir associer à cette dynamique notre principal partenaire, qui est la CAP. Et je veux remercier son président, Christophe Sadouane, et puis bien évidemment Isabelle Hamelin, qui est avec nous aujourd'hui et qui est à l'origine de l'initiative du webinaire que nous vous présentons aujourd'hui. Alors, vous savez, on est dans un contexte complexe, fait de tensions, de mutations dans l'établissement. Et dans ce cadre, les managers ont un rôle prépondérant, tout particulier. Et certes, le contexte, mais par ailleurs associé à une nouvelle approche dans le lien au travail, alors qu'elle soit générationnelle ou sociétale d'ailleurs, dans un environnement qu'on a évoqué, effectivement soumis à de fortes tensions, eh bien, cet environnement-là vient interroger de nouvelles approches managériales et met en perspective de nouveaux outils. Et ce webinaire, on a souhaité que ce webinaire soit justement conçu pour vous accompagner de manière concrète dans la mise en lumière de différents leviers managériaux qui vous seront évoqués. Et à ce titre, je veux remercier Katia Corvino de sa présence, de son temps, et ce d'autant que vous savez que Katia a une connaissance toute particulière des enjeux de notre secteur. Je ne reviendrai pas sur son passé, mais ça évoquera certainement beaucoup de choses à chacun d'entre vous. Et je ne vous cacherai pas, parce qu'il y a presque un droit d'auteur sur le sujet, que j'ai découvert Katia dans cet exercice lors d'une assemblée générale FHP en région, qui avait fait ce pari d'ouvrir la réflexion des nouveaux outils managériaux. Alors, lorsque la CAP est venue me partager leur engagement en ce sens et aux côtés de Katia, l'occasion est évidemment trop belle pour vous la partager. Pour ce faire, chère Isabelle, je vais te laisser la main pour nous expliquer la dynamique engagée par la CAP vers un accompagnement des acteurs de la santé, pour s'emparer de ce que nous allons dénommer dans le cadre de ce webinaire, de manière un peu générique, les leviers de la transformation managériale. Et puis Tania et Katia viendront effectivement nous présenter l'ensemble de ces, enfin l'ensemble, une partie en tout cas de certains de ces leviers. Juste avant de vous laisser la main, peut-être vous rappeler qu'on a souhaité avoir un temps en fin de séquence, qui soit un temps de questions-réponses, de sorte que je vous invite à pouvoir poser l'ensemble de vos questions ou d'ailleurs réflexions, et nous y répondrons. En tout cas, on prendra ce temps pour vous y répondre en fin de séquence. Quoi qu'il en soit, on prendra l'ensemble des questions si on n'avait pas le temps de pouvoir les traiter, de pouvoir vous apporter une réponse a posteriori si cela devait s'avérer nécessaire. Ceci étant rappelé, Isabelle, je te laisse la main. Merci Bertrand. Bonjour à toutes et tous. Moi aussi, le 31 janvier, je m'associe pour vous souhaiter une très très belle année et surtout une belle santé. Merci Bertrand pour tes mots d'introduction. Il est vrai que nos deux organisations, CAP et FHP, sont très engagées depuis de nombreuses années dans la défense du secteur privé, qui est une pièce maîtresse dans l'écosystème de la santé. Et aujourd'hui, on œuvre pour la performance économique des établissements de santé, pour la performance humaine et pour la performance aussi des organisations. Donc ce matin, pour vous accompagner sur le sujet de la transformation humaine, nous sommes entourés de deux expertes du management, de l'innovation, de la transformation et des ressources humaines. Donc Katia Corvino, tu l'as présenté Bertrand tout à l'heure, mais Katia qui est coach certifiée HEC et formatrice experte en ressources humaines, et Tania Letsis qui nous a rejoint il y a 6 mois maintenant, 6-8 mois chez CAP,
qui est responsable d'innovation et de transformation chez CAP et surtout très aguerrie aux techniques de coaching et de co-développement. Donc, bonjour Katia, bonjour Tania, et je suis vraiment ravie de partager ce moment avec vous. Tania, tu vas nous démontrer qu'est-ce que le monde VUCA, quelle transformation s'impose à nous et pourquoi il est toujours essentiel de pivoter et d'opérer sa mue actuellement. Une fois, Tania, que tu nous auras expliqué ça et que tu nous auras expliqué le pourquoi, il va falloir qu'on ait le comment aussi. Et ça, c'est Katia, grâce à ton expertise, à ta connaissance du monde de la santé. Tu vas nous livrer les secrets d'une transformation managériale douce, surtout, et efficace, grâce à deux leviers, tu le disais Bertrand, donc des outils managériaux qui sont faciles et agiles à mettre en place, mais surtout chacun à son rythme. Aujourd'hui, avec beaucoup d'humilité, Tania va le rappeler tout à l'heure, mais on va vous proposer des solutions, on va vous proposer des clés aussi de mise en place, mais aussi chacun doit faire ça suivant le temps aussi qu'il a et suivant le rythme qu'il souhaite s'imposer. On pourra échanger à la fin. On aura des questions. Si vous le souhaitez dans le chat, vous pouvez poser des questions. Je pense que c'est Hugo et Nathalie qui vont se charger de nous transférer les informations. Alors, comment réussir sa transformation en douceur? Tania, tu vas nous livrer ta vision et nous dire ce qu'est le monde VUCA. Avec grand plaisir. Bonjour à toutes et à tous. Je suis un peu frustrée parce que je ne vous vois pas. J'espère qu'on a pas mal de participants. Est-ce qu'il est possible de partager juste la presse sur Zoom, s'il te plaît, Isabelle? Je suis très contente de passer ce petit quart d'heure avec vous, juste pour introduire l'intervention de Katia sur la nécessité de se transformer au niveau managérial. Et donc, on peut y aller. On va mettre le diaporama. Est-ce que vous voyez bien? Ouais. Si je parle trop vite, vous m'arrêtez. Vous pouvez ouvrir vos micros si vous le voulez. Ça ne m'embête absolument pas. Vous pouvez même m'interrompre si vous avez des questions. Donc, pourquoi doit-on se transformer aujourd'hui? Il y a une évidence, quelques évidences absolues. Et nous sommes dans un écosystème, dans un monde qui change et qui se transforme de manière radicale, absolue. Je pense qu'il n'est pas nécessaire de s'attarder sur le dérèglement climatique, qui est un enjeu majeur pour nous. Il n'y a plus de point d'interrogation à la fin de la phrase. Il faut qu'on bouge, sinon ça va très mal se passer. Je pense qu'il n'est pas nécessaire de s'attarder non plus sur la puissance d'Internet et la révolution qu'il apporte aujourd'hui, sur le fait que les données sont aujourd'hui partout et que si on n'est pas une société data-driven, ça peut être compliqué demain. Même nos villes deviennent des smart cities. C'est la photo que vous voyez en haut à droite. Smart city, ça veut dire que tout est connecté. Et ça, ce n'est pas une projection futuriste. On est déjà dans des changements que l'on vit aujourd'hui au quotidien, dans la réalité. La ville, elle devient saturée de population. Ça ne va pas s'arranger. En 2050, on aura 6 milliards de personnes qui habiteront dans les villes. Nos maisons deviennent des maisons connectées avec la domotique. On doit faire face, et surtout vous, dans le secteur de la santé, à tout ce qui concerne le vieillissement de la population. Donc, tout un écosystème de silver economy qui se développe autour de ces sujets-là. Et heureusement, tant mieux pour nous. Alors, le Covid, j'en parle même pas parce que je pense que là, vous avez une overdose. C'est un des éléments perturbateurs majeurs des 2 dernières années qui font que le monde globalement change. Au-delà du monde qui change, bien sûr, ça embarque tous les secteurs d'activité. Bien sûr, ça embarque le secteur de la santé. Je ne suis pas du tout une experte du secteur de la santé. Je suis juste une utilisatrice. Donc, vous savez mieux que moi comment votre monde évolue. Vos collègues de travail, quand vous êtes chirurgien, ce sont des robots. Et tant mieux, parce qu'ils ont une petite précision et du coup, ils vous donnent des capacités augmentées. Les collègues des médecins aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle qui permet d'analyser, de diagnostiquer, de faire du préventif. Grâce aux exosquelettes, la rééducation, elle prend une autre dimension. On a la possibilité, moi j'ai eu un gros souci vendredi soir, vraiment 21h, j'ai pu faire une consultation vidéo dans les 3 minutes, j'ai pu avoir mes médicaments dans les 10 minutes. Donc, je vous donne une vision de cette évolution qui est petite comparée à celle que vous connaissez. Mais donc, pourquoi on doit bouger? Parce que le monde bouge, le monde de la santé bouge, et plus particulièrement, puisque Katia va nous parler de management, le monde du travail, il opère des mutations radicales. Dans le sens où, face à toutes ces évolutions, on a 2 solutions. Soit on se trouve mal, on fait des burn-out, c'est vraiment ce qui vous touche beaucoup et c'est ce pourquoi, en particulier, on s'en fiche un peu, mais moi, je souhaite mettre mes expertises au service du monde de la santé pour essayer d'y contribuer, d'apporter ma graine, en fait,
Donc, vous êtes en burn-out, vous devez faire face à des problématiques de grande démission, vous devez motiver des équipes qui sont moitié physiquement présentes, moitié hybrides. Les managers aujourd'hui, ils gèrent des équipes hybrides, ils gèrent des équipes qui sont jeunes, âgées, et donc manager en mode intergénérationnel, c'est quelque chose qui n'est pas évident aujourd'hui, qui est extrêmement complexe. Dans tout ce contexte-là, donc, on a des nouvelles méthodes de travail qui arrivent depuis des années. Donc, nous, l'équipe Transfo Inno, on est aguerris à ces méthodes-là qui sont le design thinking, l'agile, le lean startup. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc, le monde du travail change. Les questions de QVT, de santé mentale, sont des questions qui sont chères à notre président Christophe, mais il vient du même monde que le vôtre. Donc, pour notre plus grand plaisir, c'est quand la tête déjà est convaincue, ça facilite les choses pour nous, qui devons accompagner le changement. Donc, les questions de QVT, de santé mentale, on a un DRH qui est ultra sensible à ces sujets-là, sont des questions centrales aujourd'hui. Donc, je pense que ce n'est pas la peine de s'attarder sur le pourquoi on doit s'adapter. Je vais simplement vous expliquer que tous ces éléments-là expliquent ce que l'on appelle de monde VUCA dans lequel on évolue. VUCA, c'est un acronyme qui est apparu dans les années 90, donc pas l'année dernière, dans les années 90, au niveau de l'US Army, au moment de l'explosion de l'URSS et quand, en pleine guerre d'Afghanistan, où en chambre, alors on peut faire un parallèle avec nous, avec n'importe quelle entreprise, n'importe quelle clinique, établissement privé, en chambre, on peut imaginer des stratégies, on peut imaginer des plans. Eh bien, l'armée américaine, quand elle se retrouvait sur le combat, il n'y a rien qui fonctionnait, rien. Parce que là où ils avaient un ennemi, c'était l'URSS, ils se sont retrouvés avec 15 satellites, 15 pays éclatés qui fonctionnaient différemment. Donc, le monde VUCA, ça veut juste dire qu'on est dans un monde complexe. Alors, la complexité du changement, je pense qu'on l'a perçu dans ma petite introduction de tout à l'heure. Un monde complexe qui bouge dans tous les sens, qui est ambigu, qui est incertain et volatile. Donc, face à ça, on a une seule certitude, et c'est déjà bien. En plus, elle est zen. Cette certitude, c'est que le changement, il ne va pas s'arrêter. C'est la constante sur laquelle on va se concentrer. Et donc, si on est déjà convaincu, c'est dommage de résister parce que ça ne servira pas à grand-chose. Et donc, on n'a pas attendu la 4e révolution industrielle pour se dire que le changement, il est là pour toujours. Ce n'est pas que maintenant, je me permets. Le changement, il est installé depuis toujours. Une fois qu'on sait que le changement est là, on va suivre un conseil qui est, il est préférable de s'y adapter. Darwin va nous dire que c'est une question de survie, on est d'accord. Dans le monde de l'entreprise, c'est une question de survie et on sait très bien qu'il y a des entreprises qui n'ont pas survécu parce qu'elles ne se sont pas adaptées. Kodak, il y en a plein qui sont rayées de la carte parce qu'elles n'ont pas su s'adapter. Mais c'est aussi pour nous une opportunité fantastique de réinventer nos modèles de services, d'identifier des services à valeur ajoutée et de nous remettre en question et de nous adapter au changement. Voilà. Donc, une fois qu'on a dit ça, la transformation que nous engageons, alors CAP, on n'est pas là pour faire de la pub, certainement pas, connaissant nos profils et nos tempéraments d'humilité. On est juste là pour faire un retour d'expérience humble sur la manière dont on fait les choses, qui est ni plus ni moins la manière dont les gros corporates dont on vient, les grosses boîtes s'organisent et avec lesquelles les startups s'organisent aussi. Donc, chez CAP, on a une puissance absolue qui est tout ce qui a été capitalisé et fondé depuis 50 ans. Si ça n'existait pas, l'équipe Transfo Inno, elle ne vaut rien du tout, elle ne sert strictement à rien et elle ne fait rien. Donc, on s'appuie d'abord sur nos forces, on capitalise dessus. Et ensuite, on agit sur tous les pans de notre activité que sont la stratégie, l'engagement de nos équipes et de nos clients, nos processus, l'innovation, intégrer les nouvelles technologies. On a bien compris que c'était indispensable, mais pas que. Et faire de la donnée une donnée fiable. D'abord, il faut fiabiliser les données et ensuite l'analyser et l'utiliser. Tout ça, on le fait pour apporter de la valeur ajoutée à nos clients. Nos clients, ce sont nos adhérents, nos fournisseurs. On n'est pas égocentré sur nous, on ne le fait pas pour nous faire plaisir, même si j'avoue que travailler dans la bonne humeur, c'est toujours super chouette. On le fait pour pouvoir apporter à terme une meilleure valeur ajoutée à nos clients. Ce qu'a fait Christophe Sadouane quand il est arrivé, c'est qu'il a dit très bien, alors il connaissait CAP historiquement depuis longtemps, il y a énormément de choses qui sont positives chez CAP, il y a plein d'expertise, il y a des super équipes, il y a tout un écosystème qui est en place. En revanche, ça mériterait quand même qu'on aligne tout le monde sur une chose,
qui est notre raison d'être, nos valeurs et notre vision. Comme dans une famille, si on est soudé sur les valeurs, si on sait pourquoi on est là, pourquoi on le fait et quelles sont nos visions, qu'est-ce qu'on veut faire demain, c'est déjà un élément d'alignement qui est fondamental dans ce monde qui change. Le président de la Maïf, par exemple, ne fait plus de plan stratégique. Il dit, moi, j'ai des valeurs qui sont suffisamment fortes pour que mes équipes me suivent. Et les équipes aillent toutes dans la même direction. Je pense que c'est un élément de management qui est fondamental. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a co-construit avec, pas que le CODIR, mais tous nos collaborateurs, ce que vous voyez là. On a co-construit, bien sûr, nos axes stratégiques et on a défini l'ambition qu'on se fixe à terme. Donc, ça, c'est une première action que l'on mène globalement quand on souhaite se transformer, c'est qu'on s'aligne déjà sur notre raison d'être, nos valeurs, notre vision, la stratégie, notre ambition. Merci. Donc, je t'en prie, je vais laisser la parole maintenant à… Merci Tania, c'est passionnant et en plus tu es une passionnée, donc moi je suis toujours, on va dire, très ravie et enchantée de t'écouter et j'apprends toujours beaucoup de choses. Donc en fait, il faut une gouvernance impliquée, tu l'as dit, il faut des salariés, une équipe motivée. Et donc, Katia, tu vas nous expliquer quels sont les outils à mettre en place pour que tout ça se passe correctement et en toute bienveillance. Je te laisse la parole. Je me décale. Bonjour à tous. Donc, Katia Corvino, ça fait effectivement 28 ans que je travaille dans le secteur de la santé. Voilà. Et donc, on a sélectionné 3 outils. 3 outils de transformation, on va dire, douce, effectivement, au niveau managérial. Qui ont été testés. Alors, attends, je vais me mettre là pour pouvoir dérouler moi-même. Hop. Ah, du coup, ça se déroule comme ça. Voilà. Donc, on a sélectionné le coaching professionnel. Je vais vous expliquer ce que c'est. Le CODEV, co-développement professionnel, voilà, et la médiation. Je vais vous expliquer pourquoi on a choisi aussi la médiation. Donc, le coaching, c'est un peu, on peut dire, c'est comment on prend du recul pour mieux passer à l'action. C'est quoi exactement? Alors, le petit Robert le définit comme ça, c'est le professionnel, le coach, c'est le professionnel qui accompagne une personne ou une équipe pour l'aider à développer ses aptitudes, à atteindre ses objectifs. Ça vient du terme coach. Le coach, c'est le coacher, étymologiquement au départ, qui amenait une personne d'un point A vers un point B, là où il voulait aller. Donc, le coaching aujourd'hui, c'est effectivement la même chose. Ça a été créé il y a une 50aine d'années à peu près, d'abord avec du coaching sportif que vous connaissez tous, mais ensuite avec du coaching professionnel. C'est les pays anglo-saxons qui ont beaucoup développé ces pratiques-là et aujourd'hui, c'est venu en France. Donc, vous connaissez tous, on a mis des outils que vous connaissez certainement, mais sur lesquels il y a beaucoup d'idées reçues. Donc, j'espère pouvoir déconstruire un petit peu, ou en tout cas vous redonner des éclairages, ou vous les rappeler si vous les avez oubliés. Katia, tu n'as pas la présentation? Ah, il n'y a pas la présentation? Non. Non. Ah bon, on va la mettre. Tu partages, retourne dans partage. C'est vrai que moi, je la déroule là. Alors, mais… attendez, hop, on est là. Excusez-moi. Voilà. Parfait. C'est bon là? Alors, attendez. Bon. Du coup, le coaching, c'est à distinguer ce n'est ni de la formation, c'est-à-dire qu'on ne vient pas apprendre, on vient découvrir soi-même ses propres solutions grâce au coach. Ce n'est pas du conseil, c'est-à-dire que ce n'est pas le coach qui dit à la personne, il faut faire ça. Ou moi, je vous conseille de faire ça. Parfois, on demande, alors qu'est-ce que vous feriez à ma place? Donc, je ne suis pas à la place d'eux, ce n'est pas moi qui vais donner la solution. Par contre, c'est la personne, je vais l'aider à trouver ses propres solutions. Ce n'est pas non plus un psy. Ce qu'on me dit des fois, c'est à la limite du psy. Hein. Peut-être à la limite, mais ce n'est pas une séance de thérapie, même si on vient justement apprendre sur soi. C'est peut-être ça qui est un petit peu difficile parfois, c'est on vient apprendre, découvrir des choses sur ses mécanismes, sur ses propres mécanismes, ses croyances limitantes, etc. Et ce n'est pas un management de substitution, parce que parfois, j'ai effectivement des entreprises qui prennent un coach et qui me disent, en fait, il faudrait que mon coaché en fait, fasse ça.
C'est-à-dire que mon manager ou mon directeur, il faudrait qu'il fasse ça. Donc, il faudrait que vous lui appreniez à faire ça ou donc, il me dise ce qu'il faut faire. Donc là, ce n'est pas moi qui vais faire du management de substitution. Ça n'a rien à voir. Voilà. Par contre, je ne sais pas dérouler. Voilà. Là, je vous ai mis des exemples d'objectifs de coaching. Au-delà de ça, pour vous donner des exemples de coaching que j'ai pu avoir et qu'il y a dans vos établissements, j'ai beaucoup de coachs de coachés qui sont directeurs. Donc, par exemple, c'est des personnes qui prennent un poste, donc un poste un peu plus élevé, c'est-à-dire des postes de direction régionale. Et donc, dans ce cas-là, c'est pour pouvoir prendre les bonnes postures par rapport à la région. J'ai aussi En fait, ce qui me gêne, c'est que j'ai quelqu'un derrière moi. Je suis désolée. J'ai bougé. Et puis, j'ai l'impression de parler. Voilà. Et donc, sinon, j'ai également des directeurs qui sont des dirigeants d'établissements et qui ont besoin de prendre un peu de recul à un moment donné, qui sont vers un projet de transformation, justement, et ils ont besoin de ce recul-là pour pouvoir… Je t'en prie, dis-moi. Bon, là, je vous ai mis ce que c'était que le coaching. Comment ça se présente? Dans un établissement, il y a au départ une réunion tripartite avec des personnes, du coup, avec le coaché, le N+1, on vient définir les objectifs du coaching. On fait un contrat de coaching et ensuite, il y a des séances, donc c'est limité dans le temps. Il y a à peu près 8 à 10 séances, on va dire. Et à la fin, il y a ce qu'on appelle une tripartite de clôture. Donc, on vient finaliser à ce moment-là. Je vous ai mis également comment choisir son coach. Donc, généralement, le coach, on le choisit plutôt formé, certifié, qui est soumis à un code de déontologie, donc qui est associé à une des associations de coaching, par exemple le MCC, AICC, HEC, voilà, il y a plusieurs types d'associations dans lesquelles il y a un code de déontologie. Après, il faut faire attention à ce que le coach soit supervisé, parce que ça fait partie du travail du coach, d'aller guider aussi, quelque part, ses émotions. Il faut qu'il soit suivi, le coach, c'est ça. L'idée aussi, c'est dans les établissements, c'est de pouvoir donner le choix entre 2 ou 3 coachs, éventuellement, parce que ça, c'est souvent le coaché, en fait, a besoin de créer une alliance avec son coach. Donc, c'est mieux de pouvoir, effectivement, proposer plusieurs coachs. Donc, ça se fait plus pour les directeurs de, bien sûr, dirigeants, mais également les managers de proximité. Au-delà du coaching, il y a le co-développement professionnel avec ce qu'on appelle un outil d'intelligence collective. C'est de l'apprentissage entre pairs. Et donc, voilà, ça c'est la phrase qui illustre bien ce que c'est que le co-développement professionnel. En fait, c'est une méthode qui vient du Canada, de Claude Champagne et Adrien Payette, qui l'ont créée dans les années 90 également. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont été créées dans les années 90. C'est ce qu'on appelle de l'intelligence collective. Donc, en fait, c'est quoi le co-développement professionnel? C'est de l'expérience entre pairs, c'est-à-dire qu'on va partager entre pairs des expériences. Il y en a un qui passe comme client du jour. Je vous dirai après. L'intelligence collective, donc on apprend du coup, il y en a un qui passe, les autres sont les consultants du jour, et donc ils viennent donner leur expérience et chacun apprend du partage d'expérience. Donc souvent dans les entreprises, le partage se fait entre directeurs. Par exemple, j'ai un groupe en ce moment, c'est des directeurs entre eux. Donc les objectifs poursuivis, c'est d'apprendre ensemble, de renforcer le sentiment d'appartenance aussi au groupe, puisque là, c'est des directeurs d'un même groupe, de prendre du recul sur leurs problématiques, de partager les bonnes pratiques et de trouver justement d'autres manières de faire. Donc, on vient prendre du recul, mais également partager des solutions
et voir si ça fonctionne et apprendre autre chose. Donc voilà, la séance de Codev, c'est donc un facilitateur, un client, un consultant, des consultants. Donc là, il y a le premier. Là, je vous ai expliqué là, comment ça fonctionne. Donc, le client du jour va expliquer son problème. Il y a une phase de clarification. Donc, on pose plein de questions et la personne vient expliquer son problème avec le plus d'éléments possibles, mais qui sont essentiels à sa résolution. Il va passer un contrat de consultation de la journée avec les consultants. Ensuite, il ne parle plus. Et c'est tous les consultants du jour, donc ces pairs, qui viennent apporter du coup le partage d'expérience, tout ce qu'ils ont appris. Et à ce moment-là, chacun va partager et à un moment donné faire un plan d'action. Donc le client repart avec son plan d'action, mais les consultants vont également apprendre de la séance, la dernière étape. Donc c'est le partage des apprentissages. Et à ce moment-là, chacun va repartir avec ce qu'il a appris des uns et des autres, c'est pour ça qu'on dit que c'est de l'intelligence collective, repart avec ses apprentissages et comment il les ramène dans sa propre pratique. Donc, il vient réinterroger sa pratique professionnelle. C'est presque de l'analyse de pratique. Sur le management, ça marche assez bien parce que justement, les managers sont assez seuls. Et en fait, ce qu'on me dit souvent à la fin de ces séances, je vous les ai là, c'est qu'en fait, ce qu'on me dit assez souvent, c'est que la dernière fois, par exemple, on m'a dit je me sens seule dans ma pratique de directeur, mais en fait, je m'aperçois en échangeant avec les autres que j'étais encore plus seule que ce que je pensais. C'est-à-dire que ça m'a fait un bien fou de pouvoir partager justement mes problématiques et de voir que c'est partagé, que les autres ont les mêmes problématiques et que c'est beaucoup plus… Et en fait, j'ai découvert d'autres manières de faire. Donc, ils viennent réinterroger et sont repartis avec d'autres choses. Donc, des solutions qu'ils doivent faire pour le coup d'après. Parce que, en fait, le fonctionnement d'un groupe de pratiques professionnelles en co-développement professionnel, c'est un groupe d'un nombre de personnes. Donc là, par exemple, je vous ai mis 8 directeurs, mais ça peut très bien être… la plus petite équipe que j'ai faite, c'était 4 personnes. Donc, ça peut être de 4 à, on dit 10 maxi. Ce qui fonctionne bien, c'est 6-8. Et quand il y a un groupe donc dans l'exemple que je vous ai donné, de 8 personnes, en fait, il y a un webinar qui se fait pour le lancement, c'est-à-dire que là, par exemple, pour un groupe d'établissements, ce que j'ai fait, c'est qu'il y a un webinar où, en fait, tous les directeurs se sont connectés. Et après, c'était sur la base du volontariat qui se sont inscrits ou pas dans un groupe de co-développement professionnel. Donc, on a créé des groupes de co-développement. Et là, pour 8 personnes, c'est 8 séances minimum. C'est-à-dire qu'à chaque séance, de 3 heures, 3 heures et demie à peu près, à chaque séance, c'est un des directeurs, dont un des pairs. Donc, ça peut très bien être un manager, ça peut très bien être un directeur des soins, ça peut très bien être un directeur médical, du moment que ce sont des pairs parce que les expériences des uns vont servir à l'expérience des autres. Donc, en fait, s'ils sont 8, ils vont se suivre sur 8 séances parce que chacun, à chacune des séances, va passer comme client du jour. Donc, ça apprend aussi à demander de l'aide et à expliquer son problème, ce qui n'est pas si simple, parce qu'on arrive avec un problème et ce n'est pas si simple de poser en fait le contrat de séance, parce qu'au moment où on écrit sur le tableau, voilà, j'ai besoin que vous m'aidiez pour telle chose, en fait, il y a beaucoup de choses qui se passent, donc c'est assez puissant et on apprend toujours des choses des uns et des autres. Et moi, en tant qu'animatrice, j'apprends également d'eux. Et à la fin, donc à la fin des 8 séances, on va dire, dans cet exemple-là, il y a une restitution, donc il y a un petit bilan qui est fait avec une restitution collective. Voilà. Donc là, je vous ai mis les apports du Codev. Hein. C'est surtout le partage entre pairs, les apprentissages. Voilà, et apprendre à apprendre. Surtout, on travaille beaucoup l'écoute active. Donc, en fait, le fait déjà d'aller demander de l'aide, ce n'est pas évident dans des postes de direction. Alors, on l'apprend aussi en coaching. Hein. Donc, c'est complémentaire, en fait, au coaching parce que là, c'est collectif. Le coaching, je vous ai parlé du coaching individuel, il y a également le coaching collectif, mais ça matche bien, en fait, avec une complémentarité en coaching. De plus en plus,
je me dis qu'il faudrait mixer les deux parce qu'en fait, dedans, il y a beaucoup, par exemple, comment dire, de problématiques qui sont posées par les directeurs que je peux suivre ou les managers, qui est de dire, ben voilà, j'ai un problème aussi de relation avec telle et telle personne, donc, ou tel groupe de personnes. C'est-à-dire qu'en ce moment, avec les soignants, les non-soignants, dans telle équipe, voilà. Et donc, dans ce cas-là, de dire, bah, après, il y a des croyances limitantes aussi qui s'invitent. Il y a des drivers qui s'invitent. Il y a plein de choses que j'entends dans les séances de co-développement qui mériteraient peut-être un petit focus avec un coaching flash, avec la personne qui, voilà, dans les solutions qui peuvent être apportées derrière. Donc, c'est intéressant, je pense, de plus en plus, et je pense que c'est un modèle qui peut être intéressant, c'est de faire, entre les séances de co-développement, de proposer aussi un ou deux coaching flash dans tout le cycle, de manière à venir ancrer et aller plus loin dans les apprentissages qu'on peut avoir pour s'y approprier de manière individuelle. Je passe un peu vite, hein. Je vous explique ça un peu rapidement, mais bon, voilà. La médiation. La médiation, pourquoi on vous a parlé de la médiation aussi? Parce que ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est qu'effectivement, la transformation, elle doit être douce, de se faire dans le temps, et elle passe aussi, et quand on parle de QVT, la médiation, c'est un bel outil de QVT parce que c'était d'ailleurs sur ce sujet qui était intervenu en région, dont Bertrand parlait tout à l'heure, ça vient assainir un petit peu les relations, c'est-à-dire le climat social. Parce qu'en ce moment, ce que j'entends beaucoup, et là où j'interviens énormément, c'est effectivement sur des climats sociaux qui sont tendus, où il y a eu des conflits, où il y a encore des conflits, et où les gens de ce fait-là viennent, me disent, je viens travailler avec la boule au ventre, et donc du coup, c'est compliqué pour moi, pour les équipes. Donc là, c'est en accompagnement plus d'équipes, on va dire. Mais ça peut être également un accompagnement de deux personnes, puisque la médiation, c'est la prévention en fait, des conflits pour que la relation de travail perdure dans le temps. Et donc on vient donner un peu plus d'apaisement et de sérénité, on va dire, dans le climat social, de manière à ce que les personnes continuent à travailler ensemble, trouvent des solutions pour continuer à travailler ensemble et que ça se passe bien dans le temps. Donc, c'est accompagné, là, je l'ai mis comme ça, alors professionnel ou conventionnel. C'est-à-dire que là, je ne vous parle pas, la médiation, quand on parle de médiation, quand je disais dénouer des croyances, on va dire, sur les termes, que ce soit en coaching ou en médiation, quand on parle de médiation, souvent, ça fait peur. C'est-à-dire que quand on me dit « Ah, ben, j'aimerais bien que vous veniez », si on me dit « Vous venez en médiation », les personnes, par contre, que je vais appeler derrière, pour la médiation, me disent, mais c'est quoi? Ça veut dire qu'ils se sentent punis. D'ailleurs, mais en fait, ça veut dire que vous allez arriver comme un arbitre, ça veut dire qu'on n'est pas capable de résoudre nous-mêmes notre conflit, on est quand même assez grand pour se parler, etc. C'est pas tout à fait, voilà, c'est pas toujours bien perçu par les médias. Donc, derrière le terme médiation, je pense qu'il y a une acculturation, ou en tout cas faire tomber certaines croyances sur la médiation. La médiation, ce n'est pas toujours une connotation négative et ce n'est pas une médiation non plus judiciaire. Parce que souvent, quand on entend médiation, on entend le terme de judiciaire, en fait. Donc là, ça ne se situe pas forcément… Alors, il y a de la médiation judiciaire et voilà. Et donc, ça, c'est possible aussi. Hein. Et ça veut dire que là, ça a été décidé dans le cadre déjà d'un conflit déclaré, on va dire, et en tout cas judiciarisé. Là, pour éviter un procès, et on dit souvent qu'il vaut mieux, moi je dirais, il vaut mieux une bonne médiation qu'un mauvais procès. Ça coûte moins cher, c'est moins long, et les conséquences sont beaucoup plus favorables. C'est-à-dire que là, c'est les parties qui vont trouver elles-mêmes les solutions. Donc, c'est accompagner les parties, en fait, à trouver une solution gagnant-gagnant, puisque c'est elles, la solution va venir d'elles. Donc, ce n'est pas de l'arbitrage, le médiateur ne va pas donner la solution. C'est bien les parties qui trouvent leur propre solution. Et en fait, c'est un accompagnement justement à trouver ces solutions-là, donc à faciliter le dialogue. C'est-à-dire qu'on va dénouer en tant que médiateur. Déjà, ils vont se mettre d'accord sur là où ils ne sont pas d'accord.
donc un accord sur le désaccord, on va dire, et puis du coup, voir où ils peuvent retrouver du dialogue, de la compréhension, de l'écoute, c'est-à-dire aussi de comprendre l'autre, comprendre ce qu'il a vécu, sa réalité, parce que la réalité de l'un n'est surtout pas la réalité de l'autre, et qu'il ne faut pas nier, il faut pouvoir en parler aussi à un moment donné, et de manière à améliorer la communication. Donc, là, je vous ai fait un petit distinguo parce qu'en fait, parfois, on me parle aussi de médiation. On me dit, bah oui, mais moi, en fait, je fais de la médiation moi-même en interne, etc. Et c'est vrai. Et c'est bien aussi. C'est-à-dire que quand je dis culture de la médiation, je trouve que c'est aussi intéressant d'avoir des personnes qui sont en posture de médiateur. Et pourquoi je leur accroche à un outil aussi de transformation managériale? C'est-à-dire qu'il y a certains managers qui ont une posture naturelle de médiateur et qui ont on va dire, les bonnes, du coup, les bons soft skills dont parlait tout à l'heure Tania, qui ont une bonne écoute empathique, qui ne vont pas être dans le jugement, qui vont rester neutres. Alors, s'ils sont formés à la médiation, c'est encore mieux. En tout cas, la posture de médiateur, c'est encore mieux. Mais il ne faut surtout pas, c'est qu'ils soient juges et parties. C'est-à-dire que si, et c'est des personnes de son équipe, il faut faire attention, c'est qu'en fait, effectivement, on peut être juge et partie, et donc c'est toujours mieux d'avoir quelqu'un qui, par exemple, si c'était en interne, qui est extérieur à l'équipe. Ça serait là et qui ne connaissent pas de manière de quotidienne les personnes qui sont là. Donc, pourquoi la médiation externe? Moi, je trouve qu'elle est plus neutre, et c'est pour ça que je me suis formée là-dessus, c'est que les personnes sont complètement normales. Le médiateur doit être neutre, impartial, indépendant. Donc, même s'il est payé par l'entreprise dans le cas d'un conflit entre deux personnes, il est indépendant, c'est-à-dire qu'il n'est pas, il ne dépend pas d'une des parties, en tout cas au niveau de l'accompagnement. Il garantit la confidentialité. Et alors là, c'est vraiment le socle de la médiation, c'est la confidentialité de ce qui se dit dans la médiation. Il est bien sûr bienveillant, avec une écoute empathique, et quand même si ce n'est pas une obligation, un diplôme, une formation, une certification, c'est sécurisant. Le code de déontologie, pareil que ce que je vous disais tout à l'heure pour le coaching, c'est-à-dire qu'il y a des associations comme l'AME, l'ANM, etc., qui ont un code de déontologie. Donc, quand la personne est affiliée à une de ces associations-là, elle a une obligation d'être dans le code de déontologie. Et comme pour le coach qui doit se faire superviser, qui doit se former régulièrement, etc., le médiateur, de la même manière, doit faire des groupes d'analyse de pratique pour analyser sa pratique, pour justement enlever aussi ses biais et réinterroger sa pratique régulièrement et garantir justement toutes ces obligations d'indépendance, d'impartialité, de confidentialité, de neutralité, etc. S'il connaît le secteur, c'est un plus. Voilà. Et la médiation, donc là, je vous ai fait pour comprendre comment fonctionne une médiation. Donc là, c'est un schéma simple, c'est-à-dire que ce n'est pas une médiation avec toute une équipe. S'il y aurait toute une équipe à voir, ça se ferait un petit peu différemment. Là, c'est quand il y a un conflit entre deux personnes. Au préalable, bien sûr, l'entreprise en parle aux deux personnes, les informe qu'un médiateur va les appeler. Donc, il y a un entretien préalable avec chacune pour expliquer au téléphone qu'est-ce que c'est que la médiation, est-ce que tous les principes dont je vous ai parlé tout à l'heure de confidentialité, d'impartialité, etc. Est-ce qu'elles seraient d'accord pour entrer en médiation? Et puis ensuite, dès qu'elles sont volontaires, parce que ça marche sur le volontariat, on ne peut pas obliger quelqu'un à aller en médiation, sinon, effectivement, on est sûr que ça ne fonctionnera pas. À partir de ce moment-là, il y a des entretiens individuels, donc avec chacune des parties. Et puis là, ils vont pouvoir chacun, à leur tour, auprès du médiateur, vider un peu. C'est un peu un vidage de sac, mais c'est nécessaire. C'est-à-dire que c'est nécessaire et ça donne des éléments et de compréhension de la source du conflit. Et parce que ça part souvent, chacun de nous a connu à un moment donné des tensions dans son établissement ou en tout cas dans son équipe ou avec une personne.
Et ça part d'une broutille, mais vraiment d'une broutille. C'est-à-dire que c'est un malentendu à un moment donné, mais c'est la répétition, c'est voilà, c'est plein de choses. Et puis après, on va se raconter une histoire. On se raconte une histoire auquel on croit, forcément, et on va se la raconter. Après, on va voir la personne avec un biais qui est, à chaque fois qu'elle va parler, on va interpréter ce qu'elle va dire. Et donc, on part dans toutes ces interprétations-là. Et on a besoin de raconter cette histoire qu'on se raconte soi-même. Et c'est notre réalité, donc il ne faut pas la nier, il n'y a aucun jugement dedans. À un moment donné, donc on la dépose, on va dire, dans des entretiens individuels. Et ensuite, s'ils sont OK donc, pour se voir, on fait ce qu'on appelle une plénière. Généralement, une plénière, c'est bien. 2 plénières, c'est mieux. Moi, je pratique plutôt 2 plénières. S'il y a vraiment, c'est un peu compliqué, c'est 3 plénières. Mais moi, je vois par expérience, la première plénière, on arrive à dénouer vraiment et à bien discuter, à bien dialoguer pardon, et à remettre l'église au milieu du village, on va dire. En tout cas, avoir le constat et puis de constater aussi que du coup, de comprendre la réalité de l'autre et de ce qu'il a vécu et de ses émotions et donc de ses ressentis, de ses besoins. Et moi, en fait, ce que je fais, c'est que c'est à la deuxième qu'on évoque vraiment les solutions. Je les laisse repartir avec un début de solution, de dire, voilà, maintenant qu'on est arrivé là, qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous pouvez, du coup, reconstruire la relation et puis la faire perdurer? Comment vous voyez les choses? Donc, généralement, on en reparle à la fois d'après. Et en fait, entre chacune des séances, que ce soit la première séance, c'est-à-dire les entretiens individuels, ou la première plénière, il y a toujours des choses qui se passent entre les deux. Et moi, quand je les vois revenir, en fait, ils sont souvent, ils ont déjà réfléchi, donc ça mûrit, et même ensemble. C'est-à-dire que l'autre fois, j'ai eu la bonne surprise de voir deux personnes arriver ensemble. Elles étaient en retard toutes les deux ensemble. En fait, elles avaient pris un café au coin de la rue et elles sont arrivées en disant c'est bon, on a parlé toutes les deux et on s'est mis d'accord et voilà nos solutions. Donc, du coup, elles avaient déjà engagé la discussion entre elles et elles avaient déjà trouvé les solutions à la deuxième séance avant même de commencer. Donc, on a écrit tout ça au tableau. Voilà, je pense que j'ai fini du coup. Et si… Oui, Katia, si tu permets, on a une question sur le chat, ouais. Qu'effectivement, tu as peut-être vu passer, mais qui relève que la médiation avec un intervenant externe se démocratise. Mais pour les médiations en interne, est-ce que tu as des retours d'expérience? Alors, sur la médiation en interne, moi, j'ai mon propre retour d'expérience en tant que DRH, c'est-à-dire que ma première médiation, je l'ai faite en tant que DRH. J'étais DRH de groupe à l'époque et en fait, il y avait un conflit dans un établissement, mais alors là, très gros conflit, on va dire, il y avait un partenaire social dedans et donc du coup, j'étais intervenue directement dans l'établissement. Voilà. J'étais extérieure parce que je ne connaissais rien au conflit en lui-même, c'est-à-dire que je ne connaissais pas le délégué syndical, délégué du personnel déjà à l'époque, ni le directeur, voilà, ça faisait pas longtemps que j'étais dans le groupe, donc j'étais vraiment extérieure, on va dire, au problème. Donc voilà, on a fait une médiation, ça a été vraiment ma première médiation, ma première expérience de médiation, plutôt bien réussie d'ailleurs, puisqu'elle a réintégré vraiment l'établissement la semaine suivante et ça s'est très très bien passé. Elle est toujours là d'ailleurs. Mais par contre, voilà, il faut vraiment être dans la neutralité la plus parfaite. Après, dans des médiations en interne, je pense au groupe Corian, mais je n'ai pas suffisamment d'informations dessus. Peut-être qu'il y a des personnes de Corian qui sont là, qui ont mis en place un système de médiation aussi interne, mais ils font appel pour autant à des médiateurs externes. Ils ont acculturé, etc., etc. Et moi, je vois, j'ai confondé j'ai confondé un réseau de médiateurs qui s'appelle le réseau de concerts médiateurs dans le secteur de la santé. On est de plus en plus sollicité, effectivement, pour également des partenariats de manière à… il y a une inculturation, on va dire, de la médiation qui est… Là, moi, je vous ai parlé de la relation par rapport à justement le thème de la journée managériale. C'est-à-dire de dire, en fait, il faut donner cette culture-là au manager. Il faut que le manager, lui-même, ait une position, on va dire,
de prévention et de gestion des conflits, parce que ce qu'on me dit souvent, c'est que là où il y a des conflits, c'est souvent, je ne dis pas tout le temps, hein, mais j'entends souvent, c'est que la direction ou le management n'a pas voulu voir les conflits. C'est-à-dire a fait comme s'il n'y avait rien. On est venu les voir pour aller… Et en fait, non, mais ça, c'est des histoires de bonnes femmes, ou ça, je ne veux pas le savoir. Et hop, et je tais le truc. Et je laisse tranquillement faire parce que je n'ai pas envie de mettre… j'aime pas le conflit, je n'ai pas envie de régler ça. Mais en fait, sauf que ça va de plus en plus monter jusqu'à ce que ça explose. Et là, c'est… Voilà. Et par contre, tout ça pour vous dire que… oui, et donc du coup, de plus en plus… là, c'était dans les relations de travail, mais la médiation, elle se fait et elle se va de plus en plus aussi sur tout ce qui est relation avec les usagers, donc avec les patients, avec voilà, donc et entre médecins aussi. Il y a un gros établissement aussi où ils ont eu une fermeture de service parce que justement le médecin, il y avait un problème. Alors c'est plus relation de travail. Mais ça n'a pas été pris suffisamment en amont. Donc, voilà. Donc, il y a tout ça qui fait qu'aujourd'hui, il y a tellement de tensions dans le secteur, que ce soit médico-social, sanitaire, en fait, quand ce n'est pas pris en compte, ça explose. Et ça vient générer effectivement des difficultés de recrutement. Donc, de plus en plus, moi, je vois en tout cas les groupes qui s'organisent pour effectivement prendre ça en compte dans la qualité de vie au travail, mais également dans tout ce qui est gestion des usagers, donc la qualité tout simplement en fait. Donc du coup, ils vont mettre en place tout un circuit. Donc il y a beaucoup de groupes qui réfléchissent en ce moment, surtout dans le médico-social d'ailleurs, mais parce que c'est un petit peu dans la mouvance. Voilà, donc de plus en plus. Merci Katia. Ça a répondu pour l'interne, mais pour l'interne, s'il y a des médiateurs en interne, et le gros souci de la médiation en interne, déjà, il faut les former, je pense. Il faut vraiment les former et il faut qu'ils ne soient pas jugés partis. C'est-à-dire que le manager ne peut pas le faire pour son équipe, il faut que ce soit quelqu'un d'autre qui soit complètement neutre. Mais moi, je vois bien, en tant que DRH, c'était compliqué d'être… Par contre, on va regarder l'intérêt de l'entreprise, forcément. Merci Katia. Juste une autre question, puis après moi j'en aurai une un peu ouverte. Donc la question qui est sur le chat, c'est pouvez-vous nous transmettre la liste des associations auxquelles peuvent adhérer les médiateurs? Il y en a plein des associations auxquelles adhèrent les médiateurs. Il y a l'ANM, il y a l'AME. Il faut regarder… Oui, ce que je propose, peut-être qu'effectivement, on puisse prendre la question et qu'on puisse y répondre effectivement avec quelques orientations, quelques noms peut-être qu'on pourra communiquer. J'ai une question ouverte, Katia, par rapport à… Alors, pardon, non, il y a une question qui est arrivée, je n'avais pas vu, pardon. Je la lis. Certains services de médecine du travail proposent que puisse être fait appel à un psychologue du travail pour certaines situations professionnelles, y compris dans le cadre de tensions. Peut-être est-ce basé sur des séances de médiation, pour l'interrogation. Et d'exclamation d'ailleurs. Alors peut-être que c'est un peu dans le même ordre, mais moi ce que je dirais, c'est que en fait, pour des tensions dans le travail, il y a pléthore de choses. C'est-à-dire qu'il y a effectivement, par exemple, il y a aussi des audits qui sont faits sur… parfois, on vient me chercher sur des tensions, mais pas avec le mot de médiation. En fait, en me disant, ça serait bien que vous fassiez un audit en fait, du climat social, avec des préconisations, voir où ils en sont, etc. Donc, forcément, moi, j'ai ma casquette qui bouge un petit peu entre RH, ancienne RH, j'ai du mal à enlever l'étiquette, on va dire, mais quand je mets la casquette de médiateur, de coach, dans la posture, etc., c'est vrai que je change toujours un petit peu la casquette, mais pour autant, il y a une déformation qui est là quand même. Les psychologues du travail, je pense que c'est un peu pareil, c'est-à-dire qu'ils vont peut-être faire avec d'autres méthodes, mais ça reste, c'est encore autre chose, mais c'est bien aussi. Tout ce qui est vers de l'amélioration, on va dire, du climat social,
quel que soit l'outil, la médiation est un outil qui est peu utilisé. C'est pour ça qu'on s'est permis de le mettre, parce que justement, il est peu utilisé et il est mal connu. Et pour autant, il est vraiment très bien. C'est-à-dire qu'il vient vraiment dénouer les conflits, les tensions. Voilà. Donc, c'est complémentaire. Moi, je veux dire, là c'est des outils qu'on vous a donnés. Il n'y a pas que ces outils-là. En fait, il y a plein d'autres choses dont j'aurais pu vous parler. Mais en fait, on a essayé de sélectionner quelques outils. Alors, Katia, est-ce qu'il y a tu viens d'évoquer l'amélioration du climat Ouais. Et en regard tout un tas d'outils managériaux qui peuvent être développés. Quel est le socle ou le terreau qui serait le tien, qui permettrait effectivement de pouvoir implanter une dynamique nouvelle? C'est-à-dire, je pars d'une page blanche, je suis en préventif, hein, je n'ai pas de curatif à opérer. Quel serait le terreau, peut-être organisationnel, qui permettrait effectivement d'être dans une démarche un peu préventive? Est-ce qu'il y a des outils un peu socles, qui s'imposeraient effectivement pour poser une dynamique en ce sens? Moi, je pars d'une page blanche. Comme l'a dit Tania tout à l'heure, déjà, je pars de la tête. C'est-à-dire que si la tête est persuadée qu'il faut faire quelque chose et donne cette dynamique-là de croire qu'effectivement, on peut partir d'une page blanche et faire quelque chose. Et moi, je crois beaucoup en l'intelligence collective, c'est-à-dire que je suis persuadée que les collaborateurs ont les solutions. Et donc, moi, je pars d'une page blanche, je pars forcément d'un audit. Je regarde et j'interroge les personnes sur qu'est-ce qui pose problème aujourd'hui, qu'est-ce qui est améliorable et quelles seraient leurs solutions. Et à partir de là, il y a toujours des tendances et les discours se recoupent toujours. Alors là, là c'est clair, il y a toujours des choses qui remontent. Et c'est souvent la communication interne. Les places de chacun, voilà, faut bien être en systémie, on va dire, voilà, sur le cœur de fonction, savoir qui fait quoi, etc. Compréhension de l'autre, en fait, d'écoute de l'autre, etc. Donc, en fait, il y a toujours 3 points saillants qui remontent. Et là, je me saisis, en fait, pas d'une page blanche, on se saisit des 3 points saillants, on va dire, et là, on travaille dessus. Et les gens ont plaisir à travailler dessus et sont souvent très créatifs également dans les solutions qui peuvent être apportées. Il y a des fois, on me dit, mais en fait, c'est dans les préconisations, c'est hyper simple en fait à mettre en œuvre. Je ne pensais pas qu'ils pensaient ça. Je ne pensais pas que c'est ça, ils en avaient besoin. Et il suffit de demander, pour moi, c'est vraiment une grosse source d'informations, c'est les collaborateurs eux-mêmes. Voilà. Donc, je pars vraiment de la base. Merci Katia. Alors, il y a une question dans le chat qui m'a fait sourire parce que ça avait été un questionnement chez nous sur l'intitulé qu'on souhaitait ou qu'on pouvait prendre sur cette séquence. C'est transformation managériale, quel levier d'attractivité? C'est vrai. C'est ça. C'est complètement un levier d'attractivité, c'est sûr. Et là, on a fait le choix d'outils qui sont très, on va dire, nouveaux sans être nouveaux, qui sont depuis les années 90, on va dire, que ce soit le coaching. Je suis passée très rapidement sur le coaching, je suis désolée, individuel, collectif, que ce soit le CODEV des années 90 aussi. Et ça arrive en France aujourd'hui. Il y en a vaguement qui ont entendu parler du CODEV, qui ne savent pas du tout ce que c'est. Il y en a qui ont déjà expérimenté, donc qui savent ce que c'est. Et il y en a qui ont expérimenté dans des formations, mais c'était des codev flash, on va dire. Donc, ce n'est pas tout à fait la même démarche, mais pour autant, c'est très bien aussi. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on réinvente tous ces outils. Donc, on a fait le choix, effectivement, d'outils qui sont simples, on va dire, à mettre en place, qui peuvent être réutilisés, qui sont transformés, qui évoluent aussi, et qui sont, pour moi, effectivement, des outils d'attractivité, en fait, aussi. Oui, bien sûr. Oui, justement, je me permets, Bertrand, c'est la question que je voulais te poser, Katia, c'est-à-dire que Tania, tout à l'heure, a parlé de la démission silencieuse, la grande démission aussi. Oui. Donc, est-ce que les leviers, les outils
sont aussi des leviers de rétention, en fait. De rétention, c'est-à-dire de pouvoir fidéliser. On a ce problème-là dans les établissements de santé, clairement, où les personnes partent pour des raisons personnelles, mais ça peut être aussi professionnel. Donc, attractivité, d'accord, mais aussi comment retenir les talents. Parce que aujourd'hui, ce sont des personnes qui peuvent être là depuis 15 ans, depuis 10 ans et qui partent. Donc, est-ce que ça permet de les retenir, justement? Pour moi, oui, dans le sens où des outils comme le co-développement professionnel ou le coaching sont des outils sur lesquels la personne… moi, des fois, j'ai des coachés qui me disent… alors, j'ai 2 sortes de coachés, on va dire. Des coachés qui sont venus me voir parce qu'ils voulaient être coachés, parce qu'ils ont envie d'évoluer, ils ont envie de… voilà. Et donc, du coup, ils ont demandé ça à leur entreprise, on va dire, et c'était important pour eux. Et donc, du coup, ils sont contents quand on leur offre ça, parce que ça veut dire qu'on mise sur eux. Et puis, j'ai des coachés que l'entreprise est venue me chercher en me disant, en fait, telle personne, il faudrait que vous me la montiez en compétence parce qu'elle est encore un petit peu… Voilà, on vient de la mettre, elle est un peu jeune encore. Donc, ça serait bien de me la monter encore un peu plus en compétence parce qu'on croit en elle. Il faut qu'elle change de dimension, on va dire, managériale, etc. Et ce coaché-là, il va me dire, mais en fait, pourquoi on me propose ça? Donc là, il va un petit peu à reculons. Mais quand je lui dis, moi, ce que j'entends, c'est pas que vous avez parce que parfois, on peut le sentir comme une sanction, entre guillemets, ou quelque chose, voilà, c'est que si tu as un mauvais élément, si j'ai besoin d'être coaché, etc. J'ai dit, non, c'est justement l'inverse. Parce que, en fait, votre entreprise, elle croit en vous et elle a envie de vous accompagner, elle a envie justement de faire monter vos compétences. Et c'est parce que vous êtes un des talents de l'entreprise que justement, elle vous propose le coaching. Et là, quand on dit ça, la personne se sent plus, effectivement, elle dit, c'est vrai que je ne l'avais pas vu comme ça, mais maintenant que vous me le dites, en fait, du coup, OK, je veux bien y aller. C'est-à-dire que l'entreprise croit en moi. Et si l'entreprise croit en moi, qu'elle mise sur moi, qu'elle m'offre ce coaching aussi, quelque part, ou ce groupe de co-développement professionnel sur lequel je vais avoir pris du recul sur ma fonction, je me réinterroge aussi sur mes pratiques, j'ai une meilleure connaissance de moi en tant que manager, et du coup, je vais monter en compétences. Et en fait, c'est pour moi des outils aussi, ce n'est pas que d'attractivité, c'est effectivement de fidélisation. Parce que du coup, on va créer, comme pour le CODEV, un attachement aussi, parce que ça crée un groupe soudé aussi quelque part, parce que ce groupe de codev de directeurs, il va se souder aussi et s'entraîner voilà, autour de valeurs communes, de vision commune dont on parlait tout à l'heure avec Tania. Je crois, Katia, effectivement, que tu réponds à une des questions qui vient d'arriver sur le chat, donc je ne vais pas la reprendre parce que tu es tout à fait effectivement dans le scope. Par contre, Christophe nous interroge effectivement sur une question assez intéressante parce que très pratique. Ouais. Est-il important d'avoir un socle de valeurs écrites et partagées et comment les déterminer? Alors, ça rejoint un peu ce que disait Tania tout à l'heure un peu en préambule, mais est-ce qu'effectivement le formalisme attaché, donc l'approche écrite, et puis après, effectivement, le process de mise en place? Je suppose que c'est le sens de la question. Katia, tu veux répondre ou tu veux que je complète? Parce que vas-y. On peut vous expliquer ce que l'on préconise. Le socle de valeurs communes, il est préférable de le co-construire avec tout le monde, justement pour que tout le monde s'y retrouve. C'est le premier élément, donc des ateliers d'intelligence collective, de design thinking, et là, il est préférable de se faire accompagner par des experts. Alors, nous trois, nous venons de ce monde-là, donc ce n'était pas compliqué pour nous de le faire. Donc, on met en place des ateliers d'intelligence collective, où on sonde tout le monde ensemble pour arriver sur le tronc commun qui soude, celui où tout le monde est d'accord. Une fois qu'on a fait ça, la question de Christophe est très importante. Il ne s'agit pas de les définir, il s'agit bien sûr de les mettre en place et donc de les déployer. Et donc, on a tout un travail d'accompagnement. Et là, on a également un coach qui est expert dedans, qui est le déploiement. Et donc, est-ce qu'on va écrire avec notre DIRCOM? On est en train de travailler avec Isabelle. Est-ce qu'on va écrire une charte? Comment on va communiquer dessus? Donc, fondamental de les co-construire en intelligence collective, fondamental de les déployer et de faire en sorte qu'elles soient appropriées et prises en considération par tout le monde et déployées en interne. Je ne sais pas si ça répond à la question.
Et d'ailleurs, Bertrand, vous l'avez fait pour la FHP, hein, il n'y a pas un an déjà, donc de réfléchir sur votre raison d'être, sur les axes stratégiques aussi, parce que quand on voit dans des organisations de défense ou bien dans des sociétés privées, on a tous besoin d'appartenir, hein, on est assez clanique quand même, donc on a besoin d'appartenir et de se sentir en appartenance avec un objectif, une vision des axes stratégiques, des valeurs communes aussi. Et on voit la transformation qui a été amenée chez CAP et même à la FHP, hein, je me permets de vous le dire. On voit très bien qu'il y a des socles de croyances communes et du coup, un squelette, un ADN en fait, qui est commun et qui est partagé et qui permet justement l'intelligence collective. Moi, si je peux compléter là-dessus, c'est que j'ai eu une expérience dans un des groupes où j'étais DRH, justement, on a écrit les valeurs parce qu'elles étaient vraiment ressenties, on va dire, dans le groupe, mais elles étaient écrites nulle part. Et en fait, du coup, on m'avait demandé d'écrire les valeurs à l'époque. J'ai fait appel à un cabinet. Si j'avais su que CAP, mais à l'époque, CAP ne le faisait pas, mais sinon, bien sûr, je serais passée par CAP. Mais du coup, j'ai fait appel à un cabinet extérieur. On a fait, du coup, on a interrogé tout le monde et on a fait remonter les valeurs. Et ce que je voudrais dire, c'est qu'on les a écrites. On a mis derrière, on a vraiment eu des gros groupes de travail, etc. Et c'était génial. Toute l'application qui a été mise derrière. Parce qu'après, on a accompagné l'application et on a laissé à la limite les collaborateurs, après, diffuser la culture des valeurs. Et ce que je voudrais dire par rapport à ça, c'est qu'il ne suffit pas de les écrire et qu'elles soient écrites à un moment donné. Ce n'est pas dans le marbre et ça ne veut pas dire que c'est parce que c'est écrit en joli dans le mur des établissements, etc., qu'elles sont vécues. Après, il faut les incarner. Et là, c'est là où commence le travail, le vrai travail. C'est que pour moi, il doit être incarné dans toute la ligne managériale. C'est-à-dire que si les managers de en haut jusqu'en bas n'incarnent pas ces valeurs au quotidien, comment vous les… Voilà, il y a l'esprit aussi d'exemplarité. Donc, elles doivent être incarnées. Et donc, comment je vais recruter aussi sur la base des valeurs que je vais demander, quels sont les soft skills qui vont derrière et comment je l'incarne au quotidien. Et il faut en fait que cette valeur-là, les valeurs, elles soient diffusées, que la culture soit en permanence. En fait, il faut la réinterroger tout le temps, parce que ce n'est pas parce que c'est écrit, c'est là où c'est la difficulté, c'est que souvent on se dit « Ah ben c'est écrit, c'est bon, ça suffit ». Et c'est là où est le piège, c'est qu'après, il faut la faire vivre. Alors, j'entends une petite voix qui dit oui, mais il faut du temps. Mais oui, il faut un peu de temps, effectivement, pour mettre en place tout ça. Mais je vous assure que ça fait gagner du temps pour la suite, justement, et pour mobiliser les équipes, pour aussi l'organisation du recrutement aussi. Donc, c'est du temps, mais pour gagner du temps derrière, vraiment. On a une question aussi de quelqu'un qui est anonyme, qui est très intéressante. Je vais la lire parce qu'elle est vraiment très intéressante. Yes, we cap, yes, we care, mais la gestion des talents au niveau du siège ne descend pas sur le terrain. Comment sensibiliser? Très, très important. Déjà, yes, we cap, c'est une punchline qui a été définie par nos collaborateurs. Ce sont eux qui ont voulu donner un nom à la démarche, justement pour bien l'incarner. Donc, on a fait un petit jeu autour de ça pour savoir comment on pourrait amener, avec Isabelle, qui est notre DIRCOM, comment on pourrait nommer la démarche que l'on a de transformation, yes, we cap. La gestion des talents au niveau des sièges ne descend pas sur le terrain. En fait, est-ce que, si on peut avoir juste une petite précision, le terrain chez nous, ce sont nos responsables régionaux qui, eux, sont, entre autres, bien évidemment, mais principalement, qui sont associés en amont. En amont, ils sont associés à la démarche, ils participent à la co-construction. Et du coup, il n'y a même plus à redescendre puisqu'ils sont porteurs de la définition des valeurs. Et donc, comment sensibiliser si on est toujours sur ces thématiques de valeur, pour compléter ce que tu disais, Katia. Évidemment qu'on incarne tous, on déploie. Quand on écrit nos feuilles de route derrière, managériales, de transformation, on a des outils qu'on appelle des Trello, ou voilà, peu importe l'outil qu'on utilise. Tout part de la stratégie et tout part des valeurs. Elles sont intégrées dans nos plans d'action de transformation au niveau de chacun des services. Donc, on a nos axes stratégiques, on a nos valeurs, et c'est comme ça qu'on vérifie si les actions que l'on mène, les plans d'action que l'on décline, sont bien en phase avec les valeurs que l'on a définies, et si on est dans le pour de vrai. Ou est-ce qu'on fait ça pour histoire de se dire on le fait, ou est-ce qu'on le fait pour de vrai?
Voilà. Et ensuite, pour revenir à ce que Katia présentait super bien, nous, on fonctionne en codev évidemment avec nos managers de proxy. On fonctionne en codev avec notre codir et on fait du coaching flash aussi, bien évidemment. Ces thématiques-là, elles sont intégrées dans nos codev et dans nos coaching flash, donc et dans les plans stratégiques et dans la réalité du quotidien. Je ne sais pas si ça répond à la question. Oui, après, tous les talents sont à votre disposition, bien évidemment. Et la transformation, comme je disais tout à l'heure, ça met un peu de temps aussi. Mais on s'attelle à ce que, comme disait Katia tout à l'heure, ce soit incarné par tous les collaborateurs et toutes les collaboratrices de CAP, si c'est le cas. Donc, c'est dommage qu'on n'ait pas le nom de la personne. Effectivement, en tout cas, merci pour ce retour. Je ne sais pas si Katia, tu veux avoir un petit mot de fin là, sur une petite question, un petit mot de fin sur la séquence. Moi, ce que j'ai compris, c'est que, si vous le permettez, c'est qu'en fait, peu importe en fait la question du temps, l'idée c'est de rentrer dans la démarche, d'y aller probablement avec une forme d'humilité, parce que ce qui est écrit doit vivre avec ses hauts et ses bas. Que les bas, il faut tout simplement les appréhender comme tels et pouvoir se projeter sur quelque chose qui permet de relancer peut-être différemment, qui peut faire aussi bouger les lignes. C'est comme ça qu'on avance aussi. Vous avez eu un mot d'abord sur le changement. Le changement, c'est tout le temps. Tu disais, Tania, ce qui est écrit également, probablement. Donc, effectivement, c'est quelque chose qui doit vivre et peut-être c'est ça aussi qu'il faut savoir accompagner. C'est qu'à un moment donné, la règle d'un jour, elle peut être amenée au gré des évolutions, des besoins, du contexte, de la culture de l'entreprise, la maturité aussi de la culture d'entreprise fait que probablement on a aussi à upgrader notre réflexion, mais je crois avoir toujours en tête une forme d'humilité par rapport à cette démarche-là et qui doit être, j'ai toujours ce mot-là au sein des équipes, c'est ne pas avoir d'approche culpabilisatrice par rapport à ça, mais bien au contraire, avoir quelque chose qui soit vivant. Tu veux un mot de la fin, peut-être, Katia ou Isabelle et puis, je dis quelque chose, après on conclura. Non, moi, je dis qu'effectivement, le temps long est bien aussi, justement sur l'humain. En fait, l'humain, quand il reste au cœur, et on est dans un métier qui est fondamentalement de l'humain. Et je trouve que ce secteur-là a ce petit supplément d'âme, on va dire, puisque les personnes qui travaillent s'occupent des autres, justement, et donc il y a cette double entrée. Et donc, du coup, l'humain demande, c'est comme dans un mariage, hein. C'est constant. C'est pas parce que les choses sont écrites un jour que voilà, il faut toujours faire attention à l'autre. Et je pense que et dans notre secteur, c'est ça aussi. Il faut faire attention à l'autre, il faut faire attention à soi. C'est-à-dire que pour pouvoir prendre soin des autres, il faut déjà prendre soin de soi aussi. Voilà. Ça, c'est mon petit mot de la fin. Merci. Tania? Et mon petit mot de la fin, c'est qu'on peut tout faire si on le fait de manière bienveillante. Et donc ça, c'est ce que Christophe aurait dit s'il avait été là, je pense. On a énormément de chance de travailler dans un climat de confiance et de bienveillance avec lui. Et donc c'est pour ça que ça avance bien. Confiance et bienveillance. Et là, on peut tous dire. Allez, on va s'arrêter sur ce mot-là, sauf si Isabelle, tu voulais… Moi, je veux quand même remercier toute ton équipe, Bertrand, Hugo, Nathalie et toi, Bertrand, pour le temps, parce que ça a été du temps de préparation. Merci pour ce moment suspendu. Merci pour toutes les personnes qui ont suivi ce webinaire. Et vraiment, merci à vous. C'était un super moment. Merci beaucoup. Et puis, donc, seront disponibles en replay et en transmission ce qui vous a été projeté aujourd'hui. Donc, vous retrouverez effectivement pour l'ensemble des personnes qui ont participé. On vous transmettra l'ensemble des éléments en suivant. Parfait. On vous remercie. On vous souhaite une très belle journée et une belle continuation avec plein de projets en tête comme ils ont pu vous être évoqués. On vous remercie. Au revoir. Au revoir.